Alors, Dominique, tu vas. Je ne veux pas te présenter sous un titre précis parce que c'est restrictif de la totalité des activités et donc tu vas te présenter, mais je voudrais que tu nous aides à introduire, comme on vient de le faire, je trouve de manière passionnante avec Christelle sur l'éducation, où l'Internet peut être un outil pour nourrir, enrichir la solidarité dans une ville. Comment est-ce que ça peut nous permettre de se respecter mieux, d'enrichir l'estime de soi, d'éclairer des réussites individuelles parfois humbles mais extrêmement importantes pour chacun, et comment c'est un outil qui peut encore une fois renforcer les enjeux de solidarité dans une ville. Je reste très générique volontairement et puis on évoluera en fonction du débat, comme on l'a fait avec Christelle sur les questions qui préoccupent les personnes dans la salle. Merci Florence et bonjour. Numérique, oui, mais aussi gustatif, aussi gosier en pente, pas uniquement numérique. Et le numérique enrichit le gosier en pente, enrichit l'usage du vélo, du sport, rapproche la famille, rapproche avec les voisins, solidarité, puisque c'est le thème qui m'est dévolu. On a parlé de Wikipédia. Alors pardon, j'ai pas préparé que mon écran soit renvoyé, soit relayé par ce grand écran magnifique. Donc vous allez me faire confiance. Je vais vous lire ce que dit Wikipédia de la solidarité. En sciences sociales, la solidarité est une action bienfaisante à laquelle des hommes se sentent tenus à l'endroit d'autres hommes, généralement des membres d'un même groupe, liés par une communauté de destin. Entre parenthèses, famille, village, profession, entreprise, nation, etc. Ce terme est également employé par des élus politiques qui mettent en œuvre une solidarité contrainte qui répond, selon eux, à des devoirs moraux de la société qui les a élus. Alors vous voyez, il y a une première partie qui convient bien, puis très vite, quelqu'un dans Wikipédia décide d'en faire un drapeau, d'en faire un porte-drapeau de cet article-là. Il parle de contraintes dans la solidarité, ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel. Alors toi, dans ton travail, notamment à Belleville, raconte-nous un petit peu. Dans mon travail à Belleville, en 2000, alors je vais parler un peu sous le contrôle de camarades à moi qui sont dans l'EPN de Belleville. Mohamed est là depuis 2001-2002. Je pense que même peut-être avant, tu étais bénévole, avant d'en être salarié. On a construit, je dirais en découvrant, la définition de l'EPN, espace public numérique, qui avait été inventé par Guy Asquette alors qu'il était secrétaire d'État à l'économie solidaire, si j'ai bonne mémoire. Économie sociale et solidaire, oui. C'est ça. Évidemment, a évolué. Aujourd'hui, d'une part, il n'y a plus de définition officielle, il n'y a plus de gens qui attribuent des satisfecit, qui disent un tel est bien sur un EPN, est bien en train de développer de l'espace public numérique. Pourquoi ? Parce que chacun dans son coin a développé des pratiques différentes. On sait bien que les villes sont différentes par elles-mêmes et que donc il y a des rapports qui se créent entre citoyens différemment. Alors dans Belleville, qui est une ville, qui est un quartier appuyé sur 4 arrondissements dans Paris, 4 arrondissements, c'est déjà 4 maires qui parfois ne s'entendent pas, même s'ils sont de la même couleur politique. Donc créer une poche, un lieu de fabrication de rapports, c'est déjà s'appuyer sur des difficultés relationnelles. Première chose. Et donc, dans ce quartier, il y a un coefficient de 1,5 d'interdit bancaire et de RMI par rapport à la moyenne parisienne. 1,5 au-dessus, pas en dessous. Donc, un quartier particulier que l'on pourrait très bien imaginer bien ailleurs qu'à Paris, mais qui est là. Donc, en 2001, la nouvelle municipalité lance un appel d'offres
cherchant un établissement pour monter 10 espaces publics numériques dans des quartiers politiques de la ville. Dans le social, je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient prêts à se lancer dans un truc comme ça. Or, on n'est qu'en 2001, c'est pas il y a 20 ans ou 30 ans, c'est pas avec des T07, hein, c'est avec les machines qui sont là, on est déjà avec des Pentium 4 en 2002, 2001-2002. Donc, trouver des structures à caractère social, y compris le Haut-Lagrange, y compris les gens qui avaient un nom pas possible, là, une fédération de structures sociales qui s'appelait le... Bon, peu importe, oui. On n'arrive pas à trouver, et finalement, ce sont des habitants du quartier de Belleville qui, par eux-mêmes, vont aller forcer, non, le terme est trop fort, mais vont aller dire aux structures associatives, c'est pas bien de ne pas faire. Donc faites-le. Et personne ne voulant le faire à l'intérieur de ces structures, on dit bon, ben on va le faire et vous allez nous porter. C'est-à-dire que les associations, les structures comme les fédérations, les centres sociaux, mais il y en avait d'autres. Hein, donc les acteurs sociaux locaux, oui, ont été pratiquement forcés par des groupes d'habitants. Oui. Pas tous ingénieurs, hein, il y avait quelques gens qui savaient de quoi ils parlaient, qui savaient de quoi faire. Et donc on s'est trouvé à monter très vite une dizaine de lieux dans Paris, qui ont tous pris un développement différent, et Belleville est devenu le lieu un petit peu privilégié pour y faire de la recherche et développement. Et d'ailleurs, on avait monté à l'époque un laboratoire d'ingénierie sociale, recherche et développement sur le numérique, hein, qui a prouvé un certain nombre de choses. Et alors donc la demande sociale par rapport à Internet, ou à l'inverse, comment Internet, à quelle demande sociale ça répond d'abord, ou qu'est-ce que ça... Alors, la demande sociale en 2001-2002, elle n'était pas évidente, elle était portée par des volontaires. Elle est devenue évidente quand, par exemple, la ville, enfin pas la ville, la RATP, et donc la ville, la région, s'est amusée à déshumaniser les stations. C'est-à-dire que pour acheter un ticket de métro, aujourd'hui, il faut savoir faire jouer la souris, sinon on n'achète pas son ticket. Ah oui, les bornes d'achat de billets. Par exemple, autres exemples, pour faire des économies, je vais dire d'échelle, mais c'est plutôt des économies d'escabeau, pour réduire les types de dépenses, on a commencé à partager les différents documents, les différents dossiers, et éviter le papier. Dans un centre social, le poste photocopieur moyen de reproduction coûte à peu près l'équivalent par an d'un salaire aidé. Alors, ça fait du pétard. Donc plus on fait... Sur l'efficacité, sur l'impact auprès de ces populations... Alors l'efficacité, elle se voit toujours, elle apparaît toujours par des événements extérieurs. Vous vous rappelez du tsunami? Dans le quartier de Belleville, il y a des Sri Lankais, il y a des Philippins, il y a des Thaïlandais. On a vu arriver, Mohamed était sur le pont à ce moment-là, on a vu arriver des Sri Lankais qui cherchaient des informations pour leur propre famille. Et donc, qui ne connaissaient pas l'alphabet latin. Donc il a fallu se débrouiller. Et là, c'est quelque chose d'important. Il faut que les animateurs, les gens qui sont dans les centres publics, d'accès public, il faut qu'ils aient des compétences réelles. Que ce ne soit pas uniquement des emplois jeunes que l'on enferme là, ou des emplois aidés que l'on met au chaud pour l'hiver. Il faut qu'ils aient des réels. Quand il a fallu faire passer le système d'exploitation à l'usage de l'alphabet sri-lankais, je ne me rappelle plus comment tu t'es débrouillé, Mohamed, mais ça ne devait pas être quelque chose de simple. Hein, il fallait vraiment avoir de la compétence. Donc à partir de là, on sait, ces gens-là, et ils utilisent toujours, il y a toujours un groupe de femmes sri-lankaises que l'on ne voit plus forcément venir dans nos locaux, mais que l'on sait qu'ils continuent à utiliser, qui ont appris à ce moment-là, par elles-mêmes. Donc c'est du service personnel, presque. Oui. Et en l'occurrence, c'est du lien avec la culture d'origine. En l'occurrence... Ah là, c'est de la mondialisation, quand même. D'accord. C'est de la mondialisation. Quand on se rend compte que tous les organismes
les organismes internationaux de soutien, de gens qui vont reconstruire. Oui, en l'occurrence sur le tsunami. Mais maintenant, j'imagine que pour ces femmes, aujourd'hui, c'est un outil de mise en relation, ou en tout cas, ça l'est pour d'autres dans d'autres c'est un outil de mise en relation, communautés. Mais pas un outil communautariste. C'est-à-dire un outil qui va enfermer les gens. Je pense à un autre groupe de femmes marocaines qui ont élevé leurs enfants et qui se retrouvent maintenant avec beaucoup de temps, la demi-retraite d'un mari qui est mort, et donc un capital, qui apprennent à faire du réseau social. Le réseau social, c'est pas pour aller au Maroc. Hein. Le réseau social, c'est pour monter des voyages en Belgique, en louant un bus, par elle-même, pour s'organiser, pour sortir de l'enclavement, au contraire. Hein. Je vais prendre un seul peut-être exemple qui passe à travers beaucoup de caractéristiques. Le soutien scolaire. Quand dans un quartier, vous avez une grosse population d'une communauté, en l'occurrence à Belleville, c'est des Hwangzu, avec des parents qui travaillent jour et nuit et qui ne parleront jamais français. Parce que tout leur environnement culturel, sociologique et professionnel est en Hwangzu. Ils travaillent comme des fous pour payer parfois 10 ans le prix de leur voyage, c'est 10 ans de salaire. Enfin, c'est des trucs. Chine, c'est une communauté chinoise. Oui. Quand vous avez. Ces gens-là font des enfants, les enfants arrivent à l'école et les cleans, pour ceux qui connaissent ce que sont les cleans, sont complètement débordés. Donc des classes clean, classes pour l'insertion, mais publiques c'est pour faire rattraper les disparités de langue. Et les enfants qui sont parfois un tiers de la classe, s'il y en a une dizaine donc sur 30 qui ne parlent pas français, c'est toute la classe qui est en besoin de solidarité. C'est la classe qui est morte. Moi, j'ai eu ma fille l'année dernière, en 6e, je l'ai retirée. Je l'ai mise dans un établissement public avec toute l'histoire de la laïcité que je peux porter, qui a été horrible, mais je l'ai mise là. J'ai fourni à la classe du soutien scolaire pour les enfants chinois, de manière à ce qu'en redoublant, le redoublement puisse faire quelque chose, puisse servir à quelque chose. Sinon, vous allez planter la classe d'après aussi. Donc, quand vous installez du Wi-Fi dans les lieux d'habitation de ces familles, on appelle ça des familles invisibles. Hein. Il y a le traitement social des Chinois sans papier. L'État, la région, le département a une classe qui s'appelle les familles invisibles. C'est pas rien déjà comme. Mais quand on installe du Wi-Fi chez eux, quand on installe quand on forme des enseignants. En 6e, moi j'ai vu dans un collège d'État, des enseignants des technologies. Quand on cherche Google, une information sur Google, qui tape Google dans la barre Google. Hein. Ça veut dire un décalage énorme. Et donc, quand on met en place un soutien scolaire qui met en relation les enseignants, et ceux qui sont volontaires, évidemment, ça ne peut pas être forcé, des parents, parce que les parents, il y a toujours quelqu'un dans la famille, un grand frère, une grande sœur, qui est sorti des difficultés, qui se sert un petit peu, qui sait un petit peu utiliser. Quand on met les bénévoles, les parents d'élèves ou les anciens enseignants qui vont soutenir les enfants, qui vont leur faire le français, qui vont leur faire apprendre le français. Quand on met les enseignants, les élèves, un élève qui rentre en formation, une page wiki tout de suite, c'est quelque chose à eux. Ils n'ont rien à eux. Mais ils ont une image. Apprendre à faire un gif animé et le mettre sur sa page, ça y est, l'enfant est sorti de l'exclusion, même s'il n'a que 20 mots de français. Donc ces outils-là sont extrêmement productifs. Des enfants, je vous en parlerai cet après-midi, on a fait pendant plusieurs années des semaines studieuses pour enfants pour leur apprendre à faire des films d'animation. En une semaine, ils touchaient un petit peu tout. Au bout de 2 ans, 3 ans, maintenant, il y en a qui ont 14 ans, qui sont capables de faire tout seuls des films d'animation. Je peux vous dire qu'un enfant dans une famille avec d'autres qui tiennent les murs
ou qui surveille comment se débrouiller financièrement d'une façon qui n'est pas... Un enfant comme ça, dans la famille, ça change tout le rapport de la famille à la société. Un enfant qui a appris à faire je prends l'exemple du film d'animation, parce qu'on a fait ça. Et donc on voit tout de suite les évolutions et la solidarité qui arrive. Donc, Internet comme outil de lien social, de solidarité, d'entraide, de partage et d'échange, ça on le comprend bien, mais nécessité de lieux de médiation, de lieux où effectivement on va structurer cet accompagnement, où on va le professionnaliser au sens où des compétences sont requises, comme tu le disais. Est-ce que ça résume bien le côté, je vais dire, l'approche générique de cette problématique dans laquelle on n'a pas encore abordé la question de la mutualisation des outils ou la question de l'appropriation des outils, notamment peut-être la question du reconditionnement des ordinateurs ou des petits ordinateurs, ou comment est-ce qu'on pallie aussi, ou on accompagne à pallier à la problématique d'appropriation des usages. Ça, on l'a compris, on voit bien comment ça peut être accompagné dans les espaces publics numériques, mais également à ce côté de propriété d'un objet numérique qui va renforcer le statut social en quelque sorte. Alors attention, l'espace public numérique peut très vite devenir un lieu d'exception et donc d'exclusion, de rejet. Il faut que ce soit tout le temps un lieu ouvert, je dirais même un petit peu plus loin. Quand on ouvre un espace public numérique, il faut énoncer les conditions de la fermeture pour ne pas que se crée une gentry numérique à l'intérieur du quartier. Donc très vite, il faut s'ouvrir, il faut installer du Wi-Fi dans les cages d'escalier, apprendre à certains volontaires gardiens d'immeubles à s'en servir. Quand dans une cage d'escalier, il y a une borne Wi-Fi qui est installée avec des ordinateurs équipés avec des antennes, des points d'accès dans les appartements, d'abord on fait de la solidarité tout de suite, parce que ceux qui ne savent pas, ils vont questionner ceux qui savent. Donc on fait du lien social à l'intérieur, et c'est la cage d'escalier, je dirais que c'est même la rue, dont l'employabilité évolue, dont le lien, des gens qui ne se parlaient jamais, d'un seul coup, « Ah dis donc, j'ai eu tel problème, j'ai été coupé hier soir, est-ce que toi tu as été coupé ?» et ils discutent. Et moi j'ai vu évoluer très très vite, dès 2002, donc au tout début du Wi-Fi, en France en tout cas, mais même sur le plan mondial, hein, ça avait 18 mois quand on les a installés, immédiatement ça crée du lien social. Et quand je dis du lien social, c'est pas la pelote de laine de Roubaix. Hein. Non, c'est du réel sur de l'évolution, sur des... Alors, très vite, l'appropriation, il faut que les animateurs de ces types d'espaces, pas uniquement EPN, ils soient impliqués dans la vie du quartier. Si on fait venir des gens qui habitent à 30 km et puis qui ont 2 heures de trajet dans la journée, il faut que les gens achètent le pain. Il faut que ce soit le boulanger qui ouvre son fournil et qu'on aille filmer avec des mômes du quartier, que ce soit les mômes qui aillent filmer le boulanger. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Je ne sais plus qui parlait de Célestin Freinet tout à l'heure. Aujourd'hui, la Fondation Freinet est en train de travailler sur ça, sur le rapprochement entre les TIC. Vous remarquerez que je ne parle pas d'informatique, hein. Jamais. On parle bien de réseau numérique. On parle bien de TIC d'usage. Alors, et j'en finirai probablement là, pour maintenant en tout cas, l'accès est déjà maintenant, disons qu'on est bien plus avancé se généralise qu'il y a 3 ou 4 ans, surtout. Mais le couple accès et usage, il faut que très vite, dans les mois, dans les quelques années qui viennent, ça devienne un droit fondamental. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait l'identité de chacun d'entre nous aujourd'hui? C'est un numéro de sécurité sociale, c'est un compteur bleu, électrique, c'est peut-être un compteur à gaz, quelques inscriptions à des mutuelles, je dirais tout numéro numérique, hein, qui est géré par une administration différente, mais qui fait la même chose, qui fait l'identité. Rien n'empêche qu'à sur le livret de naissance, il y ait l'adresse numérique, une adresse inamovible qui appartienne à la personne. Si c'est Charles Dupont, c'est pas Charles Dupont qui est né à tel endroit, à telle heure. On sait aujourd'hui donner de manière à faciliter, quand on arrive à l'école primaire, les enseignants d'école
même maternelles, vous disent aujourd'hui, il y a les enfants qui ont accès à l'Internet et les autres. Alors, on va continuer en discutant tous ensemble comme on l'a fait. Donc, on va prendre ce petit temps d'échange. Est-ce que vous avez des remarques, des témoignages, des questions? Oui. Hop, pardon. Donc, bonjour, c'est Boudalia Mohamed. Je travaille beaucoup avec M. Dominique Dardel. Et je vais ajouter quelques ingrédients à ce qu'il vient de dire et répondre à Florence. Donc, vu l'expérience que nous avons vécue à Belleville, il y a, à travers les TIC bien sûr, on constate qu'il y avait des effets induits, des effets immédiats et des effets déduits. Donc voilà, parce que je caricature par ces trois mots, parce que cet espace public numérique de Belleville, avec l'apport de Dominique, ça a donné que personnellement me projeter sur reprendre mes études universitaires avec un master. Et maintenant, je suis sur une thèse dans la problématique du territoire, le TIC avec tout ça. Donc ça me donne un petit peu la réflexion d'aller un peu plus loin sur la réflexion d'un doctorant. Et je vais caricaturer pour ne pas prendre beaucoup la parole par des exemples très pertinents. Par exemple, quand je dis des effets immédiats, je dis parce que là, c'est des personnes analphabètes qui sont venus au centre pas pour dire j'apprends l'informatique, parce que c'est pas pensé dans la tête. Un analphabète, il ne va pas vous dire je vais apprendre l'informatique. Ils sont venus pour faire la cuisine, ils sont venus pour faire l'alphabétisation de cours de français. Et à travers ces usages sociaux que nous avons drainés vers les TIC, on n'a pas dit venez pour apprendre l'informatique. Non, je ne viens pas. D'ailleurs, pour dire cette phrase, qu'elle sera compréhensible, déjà c'est très difficile, mais qui vient tout doucement on va apprendre le français avec l'informatique. Donc ça passe mieux que lorsqu'on dit l'informatique. Ça me donne la réflexion que c'est pas en ouvrant des vitrines, là c'est peut-être une réflexion un peu pour les élus ou pour les collectivités, c'est pas en ouvrant des vitrines que les gens, comme les populations de Belleville bien sûr, qui vont venir à dire voilà je veux prendre l'informatique. Il faut toujours passer par un usage social. Et je dis, il y a un mot utilisé par Alex Michidi, il dit manipulation. Donc on manipule ces populations, pas péjoratif, mais on les manipule pour dire voilà vous venez faire la cuisine et à un moment on va les détourner pour faire l'informatique. Et sur ce sujet-là, je dis bien qu'il y avait des personnes, je caricature toujours, qu'une personne, elle vient, elle ne sait pas allumer un ordinateur, d'ailleurs on ne la apprend pas à allumer, à éteindre un ordinateur, c'est trop compliqué. Elle vient, elle a appris en 10 clics, j'ai compté les clics parce que ça fait partie de ma recherche, en 10 clics, elle peut envoyer un mail, même si c'est en latin, cassé, Fatima, mariage, en Hollande ou au Maroc, hein, déjà, elle envoie ce message à ses parents. Donc, comme la réponse à votre question, c'est ce que nous avons gagné derrière les technologies dans un quartier populaire. Je reprends aussi le mot de Dominique Dardel sur la solidarité. Peut-être il a oublié le Trocmatique que nous avons organisé et ça a été une première. Ah oui, alors Trocmatique, en 2 mots, c'est une brocante du numérique. On a ouvert le marché des légumes, au lieu qu'il soit des légumes, il y aura que des experts de l'informatique, des ingénieurs, des associations, des logiciels libres, il y avait une 60aine d'associations. Au lieu que le marché du fromage et de la viande, c'est que de l'informatique. Et les populations sont venues, il y avait de la communication, ils sont venus sur le boulevard de Belleville. Et ils ont parlé avec un Français ou un Chinois, ou parlé pour savoir un peu plus. Voilà, je vais acheter un ordinateur, mais j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que je peux faire? Et en même temps, on a lancé sur la campagne que des sociétés ou des personnes qui n'utilisent pas leurs ordinateurs, qui les ramènent ce jour-là au boulevard de Belleville. Et ces ordinateurs, sans prendre note, les personnes, ils prennent des ordinateurs
sans qu'ils soient ni adhérents, ni payés un sou. Anonymement. Voilà, donc c'est de façon anonyme et ça a été repris 3 ans après et c'est devenu même un concept. Il y avait d'autres villes, peut-être Dominique peut les rappeler, qui ont pris ce concept. Et là, c'est pour rappeler qu'à partir d'un quartier populaire comme celui de Belleville, on peut dire que c'est de l'innovation. C'est une innovation populaire, sociale. Et après, les gens, ils sont revenus pour dire c'est contre-traumatique, c'est contre-traumatique. Donc ça aussi, c'est de la culture informatique et technologique pour des populations qui sont très très loin des technologies. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu ce que... Merci beaucoup. On aura le temps d'échanger encore. Monsieur, vous vouliez réagir aussi ? Oui, vous êtes sur le quartier de Belleville. Il y a une question qui m'intéresse. C'est moi, j'ai beaucoup d'échanges dans le milieu associatif et j'ai vu des personnes qui ont pris des claques à cause de leur mail ayant des fautes d'orthographe et qui arrêtent à partir de ce moment-là d'échanger. Comment vous faites Ça, c'est plus le problème du récepteur du mail que de celui du... Oui, monsieur. Simplement, sur le plan financier, par l'expérience de l'espace public numérique, quels sont les interlocuteurs ? Est-ce que vous avez été jusqu'à du mécénat ? Est-ce que, par exemple, pour installer le Wi-Fi, il y a des contrats ? Enfin, comment ça se passe sur cet aspect financier ? Alors, comment ça se passe Tu peux prendre le micro si tu veux bien. Sachant qu'il y a peut-être des réponses sur la manière dont ça se passe à Fontenay. Si on parle du Wi-Fi, ça coûte rien le Wi-Fi. Ça coûte rien. Il faut prendre le temps d'apprendre soi-même de manière à l'installer et qu'il fonctionne. C'est que de la dépense intellectuelle. Il n'y a pas de matériel, où le matériel coûte 20 € pour avoir une borne. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est la compétence des gens qui le font marcher. Et les capacités d'adhésion des populations. Si il y a 10 ans, les 100% des formations qui étaient disponibles étaient sur, pas 100%, 98% sur Windows, ou sur Macintosh. Alors là, Macintosh, c'est pour ce qui concerne Belleville, en tout cas, carrément inaccessible. C'est 3 fois le prix des machines. Mais même si je formais, si sur ma mire, sur la mire de mon ordinateur, j'avais celle de Windows, les gens qui venaient disaient bon je vais me débrouiller pour avoir ça. Et se débrouiller pour avoir ça, c'est voler. Donc, on a pris immédiatement, dès qu'on a été en contact avec des populations primo-utilisatrices, on a inventé le mot analphabète après, mais primo-utilisatrices, ça veut dire que si on les emmène sur des voies comme Windows, on va leur faire dépenser tous les 2 ou 3 ans le prix des licences, ce qui maintenant a changé. Aujourd'hui, les prix des licences Windows, Microsoft est en train de faire baisser. Je pense que même pour rester en vie, ils vont les distribuer dans peu de temps. Mais il y a dans l'aspect citoyenneté, dans l'aspect solidarité, il y a ça aussi. Si pour des primo-utilisateurs, donc des gens qui n'ont pas été formatés déjà par Windows, par Microsoft, on fournit du Windows, on fait des formations dessus, eh ben on emmène sur des voies dépensières tout le quartier. Donc ça veut dire aussi, en 2000 c'était compliqué quand il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui comme Ubuntu, comme même Mandriva ou d'autres distributeurs qui s'installent plus facilement que Windows. À l'époque c'était très compliqué, mais ça voulait dire que, j'allais dire comme dans l'enseignement, il fallait se remuer. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre par nous-mêmes et apporter des outils citoyens. Voilà, mutualisables par essence. Et donc c'est ce que les villes tentent de faire. Oui, et on va conclure sur cette partie. Mohamed, on a vu très vite arriver des femmes, j'allais dire âgées, mais plus jeunes que moi, en tout cas aujourd'hui, qui avaient payé l'ordinateur à leur fils, lequel leur interdisait de s'en servir. Ce n'était que des femmes. Le jour où leurs fils ont compris qu'elles savaient envoyer un mail ailleurs, ça a révolutionné la maison.
Ça a transformé. Ce petit bout de truc change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, d'ailleurs, les Marocaines sont restées nos fidèles 10 ans après. Elles sont encore avec nous. À la fête de l'Internet à la Cité des Sciences, elles étaient là. Enfin, il y en avait quelques-unes qui étaient là. Ça c'est pas des ingénieurs, hein, mais elles savent faire le basique. J'appelle ça le kit de survie numérique. Donc, quand on forme, il faut former en s'appuyant sur les besoins de solidarité d'un quartier. Et j'y viendrai probablement cet après-midi, ce qui est pour moi un dada, les projets collaboratifs, la gestion de projets, la gestion de groupes, et donc les outils. Envoyer un mail, aujourd'hui, vous me verrez rarement envoyer un mail. Parce que si j'écris quelque chose, c'est pas pour moi que je l'écris, c'est pour en discuter avec d'autres. Si je dois envoyer des mails pour corriger, donc la solidarité passe par l'usage des outils collaboratifs. Et donc pour une ville, c'est extrêmement important. Merci Dominique.